Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous allons aujourd'hui parler des expériences totalitaires de l'entre-deux-guerres. Et nous allons commencer ici par le régime soviétique, c'est-à-dire le régime en place en URSS. Je m'excuse d'avance pour la longueur de la vidéo, il y avait vraiment beaucoup à dire. J'aurais peut-être dû partager ce thème en deux. Bon, maintenant, tant pis, vous n'avez qu'à la regarder par tronçon si c'est trop long pour vous. Dans une première partie, nous allons expliquer comment la dictature s'est mise en place. Une dictature, c'est un régime politique où le pouvoir est concentré entre les mains d'une personne ou d'un petit groupe de personnes qui dirigent sans tenir compte de la vie des habitants. C'est donc le contraire d'une démocratie. Dans une dictature, les décisions sont prises sans le consentement ou la participation du peuple, alors que dans une démocratie, par définition, le pouvoir est exercé par le peuple, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus. La révolution d'octobre 1917, dirigée par Lénine, dont vous voyez une photo ici, et le parti bolchevique, a entraîné la chute du gouvernement provisoire en Russie, lequel était en place depuis l'abdication du tsar Nicolas II au mois de février. Le parti bolchevique, c'est un parti révolutionnaire russe créé par Lénine au début du XXe siècle. Après la Révolution, Lénine et les bolcheviks ont établi un gouvernement communiste. Le communisme est une idéologie politique et économique qui vise à établir une société sans propriété privée, où les moyens de production, tels que les usines, les terres et les ressources naturelles, sont détenus collectivement plutôt que par des individus. La propriété privée est rejetée car elle est considérée comme une source d'inégalité et d'exploitation. L'objectif du communisme est d'atteindre l'égalité des richesses pour tous les membres de la société. Dans une société communiste, la distribution des ressources et des biens serait effectuée en fonction des besoins de chacun, plutôt que selon des principes de profit. Lénine, qui reprend les idées de Karl Marx, prônait la dictature du prolétariat, c'est-à-dire un pouvoir autoritaire qui serait temporaire seulement, exercé par des ouvriers pour atteindre les objectifs d'égalité. La société communiste, ce serait la finalité selon Karl Marx. Après la révolution d'octobre 1917, la Russie a été plongée dans une guerre civile qui a duré de 1918 à 1921. Elle opposait les rouges, c'est-à-dire les partisans du communisme qui soutenaient le nouveau gouvernement bolchevique, et les blancs, qui sont les opposants aux bolcheviks, comprenant des monarchistes, des libéraux, des nationalistes et d'anciens officiers de l'armée impériale. Ils désiraient soit rétablir l'ancien régime, soit, pour certains, établir un gouvernement démocratique. La guerre civile a été marquée par des combats violents et des atrocités de part et d'autre. Les bolcheviks ont finalement réussi à s'imposer et à consolider leur pouvoir, mais cette guerre civile a eu des conséquences dévastatrices pour la Russie, entraînant des millions de morts, des déplacements de population et une grave crise économique. C'est dans ce contexte de guerre civile que Lénine a créé la Tchéka. La Tchéka avait pour mission de lutter contre la révolution, le sabotage et l'espionnage. C'était une police politique chargée de réprimer les opposants au régime bolchevique. Elle avait des pouvoirs étendus. Elle pouvait arrêter, interroger et détenir des suspects souvent sans procès. Avec le temps, la Tchéka a évolué pour devenir le NKVD, qui est l'un des principaux instruments de répression à l'époque de Staline. L'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, a été officiellement créée le 30 décembre 1922. Elle unissait la Russie avec plusieurs autres républiques, notamment l'Ukraine, la Biélorussie ou le Kazakhstan, pour former une union fédérale communiste. Mais, contrairement aux États fédéraux habituels, le gouvernement de l'URSS était centralisé et dominé par le Parti communiste, qui exerçait un contrôle autoritaire sur tous les aspects
de la vie politique, économique et sociale. On va maintenant passer à la seconde partie sur l'arrivée au pouvoir de Staline. Lénine est décédé le 21 janvier 1924. Sa mort a eu lieu après plusieurs années de problèmes de santé. Il avait notamment fait plusieurs AVC. Le décès a créé un vide de pouvoir en URSS. Suite à sa mort, une lutte de pouvoir a émergé au sein du Parti communiste entre plusieurs factions. Staline a finalement réussi à s'imposer comme le leader du parti, après avoir écarté plusieurs de ses rivaux, notamment Léon Trotsky et plus tard Nikolaï Boukharine. Trotsky a été poussé à l'exil en 1929 et finalement il a été assassiné au Mexique en 1940. Nikolaï Boukharine soutenait une approche plus modérée. Au fur et à mesure que Staline consolidait son pouvoir, Boukharine a été accusé de déviationnisme et a été arrêté lors des purges staliniennes, dont on parlera un peu plus tard. En 1928, Staline a lancé le premier plan quinquennal de l'Union soviétique, qui visait à industrialiser rapidement le pays et à transformer l'économie soviétique. Un plan quinquennal, c'est un programme économique qui fixe les objectifs à atteindre en 5 ans. Ce plan quinquennal avait pour principaux objectifs d'accélérer l'industrialisation du pays et de collectiviser l'agriculture afin d'augmenter la productivité. La collectivisation est la mise en commun forcée des ressources et des terres agricoles. C'est l'un des aspects les plus controversés du plan. Les terres privées ont été regroupées en kolkhozes, c'est des coopératives agricoles, et en sovkhozes, des fermes d'État. Cette politique a conduit à une famine dévastatrice, notamment en Ukraine, ce qui a entraîné la mort de millions de personnes et des révoltes de paysans. Cela nous amène à passer à la troisième partie sur le contrôle de la société. Les koulaks étaient des paysans relativement prospères en Union soviétique, considérés comme riches par les autorités communistes. Ils se sont opposés à la collectivisation forcée de leurs terres et de leur matériel agricole. Ils ont résisté à cette politique car elle menaçait leur mode de vie et leur propriété. En réponse à leur opposition, le régime soviétique a mis en place des mesures répressives, allant de l'expropriation de leurs terres à leur déportation vers des camps de travail, appelés goulags. En plus des arrestations, des déportations au goulag et des confiscations de biens, des exécutions sommaires ont été menées contre ceux considérés comme les éléments les plus récalcitrants et les plus menaçants. Les procès étaient souvent biaisés et les koulags pouvaient être condamnés à mort pour des accusations qui étaient parfois fabriquées ou exagérées. Sous Staline, la propagande et la censure ont joué un rôle central dans le contrôle de la population. La propagande, c'est l'utilisation des moyens d'information pour manipuler la population. Et la censure, c'est l'interdiction de publier certaines informations. Les affiches, les films, les journaux et d'autres médias étaient utilisés pour diffuser un message positif sur le régime et dépeindre les ennemis, tant internes qu'externes, comme des traîtres ou des menaces à la nation. La censure était appliquée dans tous les domaines de la culture et des médias. Les œuvres littéraires, artistiques et tous les journaux étaient soigneusement contrôlés pour s'assurer qu'ils correspondaient parfaitement à la ligne du parti. Les écrivains, les artistes, les journalistes qui ne respectaient pas les directives étaient persécutés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Les informations sur la réalité économique, sociale et politique étaient souvent déformées. Les succès étaient exagérés et les échecs minimisés. Par exemple, pendant la famine en Ukraine dans les années 1930, le régime a caché l'ampleur de la crise à la population et à l'extérieur du pays. Staline lui-même a été au centre d'un culte de la personnalité. Le culte de la personnalité désigne un phénomène dans lequel un leader politique est vénéré de manière excessive au point d'être considéré comme un être supérieur, presque divin.
Les journaux, la radio et le cinéma ont systématiquement diffusé des messages glorifiant Staline. Ces discours étaient souvent publiés et largement diffusés. Des films étaient produits pour le dépeindre comme un héros, un dirigeant sage et courageux. Des portraits géants de Staline étaient affichés dans les lieux publics, les écoles, les usines. Des statues ont été érigées dans de nombreuses villes et des événements étaient organisés pour célébrer sa grandeur. L'histoire était souvent réécrite pour minimiser les actions des dirigeants précédents et le mettre en avant. Staline était vu comme le sauveur de la patrie. Les photos étaient retouchées pour le mettre en valeur. Des célébrations publiques étaient organisées en l'honneur de Staline, où des discours élogieux étaient prononcés. Ces événements renforçaient l'image d'un leader bien aimé et respecté. Les manuels scolaires ont été révisés pour présenter Staline sous un jour positif. Les enfants apprenaient à le vénérer dès leur plus jeune âge, et les biographies de Staline étaient souvent embellies. Staline a été surnommé le père des peuples et le grand architecte de l'Union soviétique, des titres qui contribuaient à renforcer son statut quasi sacré dans l'imaginaire collectif. Nous allons à présent aborder un moment clé pour bien comprendre la terreur stalinienne, à savoir les procès de Moscou. Les procès de Moscou ont eu lieu entre 1936 et 1938. Ces procès ont ciblé de nombreux intellectuels, anciens leaders du parti, militaires et autres figures de l'opposition, qui étaient accusés de complot, de trahison ou d'autres crimes contre l'État soviétique. Les accusés ont souvent été contraints de faire des faux aveux, souvent sous la torture physique ou psychologique. Le régime stalinien utilisait des méthodes brutales pour obtenir des déclarations, y compris des menaces ou des pressions sur les proches des accusés. Ces procès étaient souvent menés de manière très théâtrale et publique. Ils servaient à démontrer la puissance du régime et à dissuader toute forme d'opposition. Ils étaient largement couverts par les médias qui relayaient les soi-disant aveux des accusés. Les accusations portées contre les accusés étaient souvent basées sur des témoignages forcés et des éléments fabriqués. Il s'agissait de montrer que ces individus étaient des traîtres ou des conspirateurs, justifiant ainsi leur élimination. De nombreux accusés ont été condamnés à mort et exécutés, tandis que d'autres ont été envoyés au goulag, dans les camps de travail. Les procès de Moscou faisaient partie d'une série de purges qui ont touché le Parti communiste lui-même, éliminant tout opposant potentiel et consolidant ainsi le pouvoir de Staline. De nombreux proches collaborateurs de Lénine ont été éliminés. C'est le cas de Nikolaï Boukharine dont on a parlé précédemment. Ces événements ont eu un impact dévastateur non seulement sur les individus visés, mais aussi sur la société soviétique dans son ensemble, créant un climat de terreur qui a étouffé la dissidence et sapé la confiance au sein de la population. Cette période de forte répression est appelée la Grande Terreur. Passons maintenant à la dernière partie du cours qui concerne la politique étrangère de l'URSS. Dans les années 1920, l'Union soviétique a connu une période de repli sur soi au niveau de sa politique extérieure. Le gouvernement bolchevique était alors principalement préoccupé par la consolidation de son pouvoir à l'intérieur du pays. Ce repli sur soi a contribué à ce que le pays soit relativement épargné par les effets dévastateurs de la Grande Dépression, qui a frappé la majorité des économies du monde à partir de 1929. Le gouvernement soviétique a cherché à atteindre une certaine autarcie en développant des industries nationales et en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations. Cela a aidé le pays à ne pas être directement touché par la chute des marchés internationaux. Dans les années 1930, Staline a adopté une approche plus active sur la scène internationale, en incitant les partis communistes d'Europe à s'unir contre la montée de l'extrême droite et des mouvements fascistes. Face à la montée de l'extrême droite, notamment avec l'arrivée au pouvoir de Mussolini en Italie et la montée en puissance des nazis en Allemagne,
Staline a vu un intérêt stratégique à renforcer les liens avec les partis communistes en Europe. Il a soutenu l'idée de front populaire, c'est-à-dire des alliances entre les partis communistes et d'autres forces de gauche pour lutter contre le fascisme. Cela a conduit à une série de coalitions en France et en Espagne. L'Union soviétique a soutenu la République espagnole pendant la guerre civile qui a duré de 1936 à 1939. Il a soutenu donc les républicains contre les nationalistes qui étaient dirigés par Francisco Franco, qui eux bénéficiaient du soutien fasciste de l'Italie et de l'Allemagne. Staline a envoyé des armes aux républicains, des conseillers militaires et des fonds, de l'argent pour les aider. Le pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939, a donc été surprenant compte tenu du contexte politique des années 1930 où Staline avait appelé les partis communistes à s'opposer à la montée du fascisme. Ce traité de non-agression entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des ministres des Affaires étrangères des deux pays, a soulevé de nombreuses interrogations. Staline, finalement, a considéré que la signature de ce pacte était une manœuvre stratégique pour protéger l'URSS contre une éventuelle agression de l'Allemagne. À cette époque, l'URSS avait observé l'expansionnisme de l'Allemagne et craignait d'être isolée sur le plan international. En établissant ce pacte, il espérait gagner du temps pour renforcer les capacités militaires soviétiques. Aussi, le pacte contenait un protocole secret qui prévoyait le partage des territoires d'Europe de l'Est et de la Pologne, notamment entre les deux puissances. Ce pacte a permis à l'Allemagne de déclencher la Seconde Guerre mondiale en envahissant la Pologne le 1er septembre 1939 sans craindre une attaque de l'URSS, et l'URSS a suivi peu après en occupant la Pologne orientale. Ce pacte a été particulièrement choquant pour de nombreux communistes et sympathisants de gauche, car il semblait contredire l'idéologie communiste qui s'opposait fermement au fascisme. Les partisans du communisme en Europe ont été déconcertés par cette alliance. Elle a été perçue comme un abandon des principes antifascistes. Cependant, les relations entre l'URSS et l'Allemagne nazie vont se détériorer rapidement pendant la Seconde Guerre mondiale. On parlera de cela dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que tout ce qui concerne le régime soviétique pendant l'entre-deux-guerres est maintenant bien clair pour vous. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.